Allez, on repart. Dernière partie de Bismart. Parcours. Pouf, quel parcours d'ailleurs quand on parle de parcours. Bonjour Nicolas Doucerin. Bonjour Stéphane. Bon, alors, vous avez eu 3 vies au moins Nicolas, peut-être plus, mais moi j'en ai au moins 3. Donc que vous résumez d'ailleurs dans un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs, qui sort tout juste là, Nicolas. Et voilà, c'est ça, c'est aujourd'hui. Ma petite entreprise a encore connu la crise. Je vais aller vite sur la première vie, parce que c'était déjà, et c'est un peu la première partie de votre bouquin d'ailleurs, c'est la façon dont votre première entreprise, qui s'appelait Solic, à Nantes, travail temporaire, c'était ça cabinet de recrutement. Cabinet de recrutement. Chasse de tête. Ah oui, c'est ça. Voilà. Cabinet de recrutement. A été balayé par la crise financière. D'ailleurs, vous avez repris le magnifique dessin qui était celui de ce premier bouquin. Ouais, il a fallu le premier tsunami avec New York. La vague qui vient de New York et qui écrase là. Sauf que là, il surfe. Ouais. Il surfe sur la vague maintenant, le gars. Donc on va y revenir. Deuxième vie, vous avez essayé de faire de la politique. Et puis troisième vie, maintenant, vous êtes spécialisé en management de transition. Je veux qu'on rentre tout de suite dans le dur de ce qui se passe en ce moment, Nicolas, avec vous, parce que donc la première partie du bouquin raconte à nouveau la chute de Solic, et vous le racontez toujours de manière très personnelle. Donc voilà, je pense que les chefs d'entreprise s'identifient. Enfin, c'est ça qui s'est passé avec le premier bouquin. Oui, en fait, j'ai pas voulu faire un livre technique, j'ai voulu faire un livre témoignage. Ouais, c'est ça. Voilà, avec les tripes, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de sincérité, on a besoin d'authenticité. Et ce bouquin, je l'ai fait en me livrant, en me mettant à nu, pour justement permettre à des centaines, des milliers de chefs d'entreprise, mais c'est vrai aussi de salariés, de mieux comprendre l'impact d'une crise sur une entreprise, sur une TPE-PME. Et malheureusement, on le voit bien avec la crise actuelle aujourd'hui, c'est un livre qui va servir, je pense, à de nombreux chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que je veux commencer au chapitre 16 qui s'appelle La Renaissance, parce que ça va être ça le sujet. Pour, peut-être d'ailleurs, je commence à entendre... Tiens, juste une question là-dessus, puisque maintenant tu diriges un cabinet spécialisé dans le management de transition. Je commence à entendre des économistes dire, écoutez, la vague de défaillance, on l'attendait pour juillet, elle n'est pas venue. On l'attendait pour septembre, elle n'est pas venue. On l'attendait pour octobre, elle n'est pas venue. Elle n'est toujours pas là, la vague de défaillance. Elle va venir de manière... c'est une fatalité pour toi, la vague de défaillance d'entreprise? Ah oui, non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Mais non, en fait, c'est toujours le même principe quand il y a une crise économique. Moi, j'aime bien faire un parallèle par rapport aux tempêtes. Lorsqu'il y avait des arbres qui ont 2 siècles, 3 siècles, qui sont un peu fragiles, un peu malades, lorsque le vent souffle à 60, 70 km/h, ça résiste. Voilà. Le jour où il y a une tempête un peu exceptionnelle, où les vents se renforcent à 140, 150, vous allumez les médias et vous voyez des forêts totalement dévastées. C'est pas une crise économique ce qu'on est en train de vivre, non, Nicolas. c'est pas une crise. C'est pas une crise économique, c'est ça peut-être qui change tout. Oui, c'est pas une crise économique, mais par contre, ce qui ne change pas, c'est que quand vous mettez à l'arrêt pendant des mois des activités qui sont lourdement pénalisées et qui étaient fragiles bien avant le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait des trésoreries fragiles, qui avaient une faible rentabilité. Le problème, c'est quand vous avez un coup d'arrêt aussi violent, eh bien, par définition, tous ceux qui n'ont pas le cash nécessaire, ils tombent. Mais vous avez 110 milliards de prêts garantis d'État qui sont venus. Il y a eu les chiffres sont tombés, là, plus de 25 milliards de chômage partiel. Enfin, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a traversé, et surtout pas à 2008. Non, et d'ailleurs, c'est très différent de 2008. Mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la vague de défaillance n'arrive pas tout de suite au mois de juillet, au mois d'août. C'est justement pour cette raison-là, parce que l'État a appris de la crise de 2008, et avec la BPI, ils ont mis une puissance de frappe extrêmement importante, mais ça reste de la dette. Moi, je côtoie des centaines de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont ce prêt PGE, ils sont ici, ils ne sont pas ici, ils ont 5 ans pour le rembourser, oui, mais Nicolas, avec à 3% maximum. 3% maximum, sauf que il y a beaucoup de patrons de TPE-PME qui ont déjà tiré sur les lignes sur ce fameux prêt à 40, 50, 60%. Ils ont une dette, ils étaient endettés avant. Les prêts ont été octroyés, je ne vais pas dire de manière relativement facilement. Oui, heureusement. Voilà, heureusement. Mais on sait aussi, quand on discute avec des banquiers, qu'un très grand nombre de prêts ne seront jamais remboursés parce que vous avez des entreprises qui sont extrêmement fragiles. Tiens, il y a peut-être un truc que tu peux m'expliquer aussi, parce que j'ai entendu ça, et alors je dois dire que là, on rentre dans la technique financière, mais ça peut être intéressant. C'est un chef d'entreprise qui expliquait qu'il avait changé de structure de dette, c'est-à-dire qu'il était déjà endetté, et que le PGE lui faisait changer de structure de dette, et que mécaniquement, l'ensemble de son ancienne dette, en fait, lui coûtait plus cher.
C'est quelque chose. Oui, c'est une mécanique classique, ça. Mais oui, mais dont on ne parle pas et qui effectivement peut peser sur la trésorerie. Mais ça, c'est ce qui peut arriver sur les entreprises qui, par exemple, étaient en plein développement, avaient beaucoup investi, etc. Voilà. Mais on sait tous aussi que par rapport à cette crise, même si on ne parle pas de crise économique, mais de crise globale, moi, ce qui est le plus important, et c'est pour ça que je veux parler avec force par rapport au bouquin, par rapport au témoignage, c'est qu'aujourd'hui, c'est une crise morale et psychologique qui est extrêmement impactante. Je veux dire, on ne peut pas sortir dans la rue sans avoir une grande partie des médias, en dehors de Bismarck, qui reste extrêmement énergique et positif, on le voit, mais il suffit d'écouter les médias aujourd'hui. Mais ils font leur boulot, Nicolas, non, rentrons pas là-dedans. Non, mais c'est vrai, ils font leur boulot, mais... Tu racontes ce qui se passe, tu vas pas te mettre... C'est vrai. Sinon, tu fais un village Potemkin. C'est vrai. Voilà. Mais il y a plein d'entreprises qui rebondissent, qui se transforment, qui changent leur modèle. Et pour moi, c'est ça qu'il faut mettre en avant, parce que le prêt PGE n'a, par exemple, si on revient sur le prêt, il n'a d'intérêt que si on utilise intelligemment cet argent. Voilà. C'est-à-dire, si on n'est pas capable, en tant qu'entrepreneur, de se remettre en cause, de remettre en cause son modèle économique, de l'adapter, de se moderniser pour préparer, j'allais dire, les 10 ans d'après, il est là le secret de la réussite et du rebond. C'est pour ça qu'on rentre en résilience, pour préparer cette phase de rebond et permettre de générer notre croissance future. Il est là l'enjeu aujourd'hui. Bon, mais moi, je me permets quand même un mot, parce que ce que tu as dit, énormément de chefs d'entreprise le pensent, toujours, c'est la photo média. Les amis, si les médias s'arrêtent de raconter ce qui se passe, alors... on se retrouve dans l'Union soviétique stalinienne où on ne parlait pas d'un accident de métro parce que ça n'était pas édifiant, c'était le terme employé. Ça n'allait rien apprendre à personne. Non. L'information, elle est là pour raconter ce qui se passe. Et puis nous, on est une niche. Voilà, on est une niche là-dedans, ce qui ne nous empêche pas aussi de raconter ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on fait d'autres choix. Alors, mais justement, j'en viens là, à la phrase clé, pour moi, de ton bouquin. À la sortie du tribunal de commerce, donc on est en quelle année là à la sortie du tribunal de commerce 2011. À la sortie du tribunal de commerce de Nanterre, j'ai rapidement ressenti un vide abyssal. Ouais. Moi, c'est de ça dont je voudrais qu'on parle. Comment est-ce qu'on fait face à ce vide abyssal, Nicolas ? Le vide abyssal, je m'en souviens, alors vous m'en excuserez, c'est pas 2011, c'est 2014, quand malheureusement, je rappelle pour nos amis, donc j'ai été amené à mettre mon entreprise en redressement judiciaire, on a ouvert une période d'observation qui a duré 6 mois, nous sommes sortis au bout de 6 mois avec les félicitations, parce qu'on avait réussi à se transformer, à dégager suffisamment de bénéfices, et ensuite on a ouvert un plan de continuation qu'on a étalé sur 6 ans à l'époque. Bon. En 2014, après l'année 2013 qui a été à nouveau très dure, je me suis retrouvé à nouveau en manque de liquidité. C'est-à-dire que nos bénéfices n'étaient pas suffisants et je me suis retrouvé dans l'incapacité de pouvoir faire face à cette nouvelle échéance. Et c'est là où j'ai dû prendre une décision terrible, c'est de dire stop, j'arrête, on aura tenu 5 ans, je me serai désendetté et j'ai décidé de tout vendre pour solder mes dettes. J'avais à ce moment-là énormément de cautions bancaires d'ailleurs auprès de nos 2 partenaires financiers de l'époque. Voilà, j'ai vendu tous mes actifs, voilà, et j'ai purgé la dette. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours lorsque Pourquoi ? Parce que sinon, tu risquais en fait d'entraîner toute l'entreprise dans la catastrophe si tu vendais pas à ce moment-là. C'était ça le... Oui, mais alors d'abord, on ne peut pas vendre parce que quand on est dans un plan de continuation, les actions sont invendables. Hein. On est quand même dans un plan qui est très figé, ce qui mériterait d'ailleurs d'être modernisé, d'être adapté. On le voit bien aujourd'hui, mais en fait, c'est une complication que j'explique d'ailleurs dans le livre. C'est que même si on valide un plan de continuation, il faut savoir que plus de 90% n'arrivent jamais au terme de ce plan de continuation parce qu'en fait, tous les bénéfices que vous essayez de dégager vont à une chose, c'est au remboursement de votre passif, mais par contre, vous empêche globalement de pouvoir investir, de préparer l'avenir, de vous moderniser, de vous transformer tel qu'on l'évoquait, et donc par définition, c'est quasi mission impossible. Et c'est là où ça devient très compliqué. Est-ce qu'il y a un sujet autour des tribunaux de commerce quand même ? Oui, parce que ce chiffre que tu donnes, je crois que c'est 95%, même 96%. Ouais. Mais enfin, normalement, n'importe quelle structure devrait être effrayée de ce résultat. Je n'ai que 4% de succès. Ouais. Ah ben oui, mais c'est des boîtes fragiles. Mais enfin, bon Dieu, vous pourriez au moins avoir, je sais pas, 10, 20, 30% de succès. Mais non, on est très faible. D'ailleurs, il y a un sujet, j'ai vu ça dans les Échos il y a quelques temps, où on devrait s'inspirer un petit peu du fameux Chapter 11 aux États-Unis, où ils ont d'ailleurs un taux de rebond qui est bien plus important, qui est à plus de 40%, quand effectivement, en France, on est à quelques pourcents seulement. Tribunaux de commerce, mandataires sociaux, l'ensemble de ce système complexe
mais il y a peut-être nécessité de soulever le capot, on va voir. Bon. C'est vrai, mais pour revenir sur le vide abyssal, je me souviendrai toujours, lorsque la liquidation de mon entreprise a été prononcée, en fait, lorsque je suis sorti du tribunal de commerce de Nanterre, je me suis retrouvé seul, je n'avais plus de titre, plus de fonction, mon entreprise était officiellement liquidée, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc j'ai été pris, je me souviens très bien, j'ai été pris d'une angoisse terrible, même si j'y pensais depuis quelques semaines, même si c'était préparé, même si je savais que cet acte de gestion, il fallait le prendre, mais je me suis retrouvé où je n'étais plus personne. Il ne fallait pas aller aux ACDIC, hein. On n'a pas le droit quand on est mandataire social, chef d'entreprise. Vous n'avez plus de revenus, vous n'avez plus d'entreprise, plus de position, plus de titre. Voilà. Heureusement, j'ai quelques qualités personnelles et dès le lendemain, j'ai été reparti sur un projet entrepreneurial. Non, mais ça permet d'insister sur ce que tu viens de dire. Hein. Ouais. Là aussi, c'est une réalité. On ne dit pas assez. Le chef d'entreprise, s'il fait faillite, n'a droit à rien. Rien. En plus, et d'ailleurs, tu es en partie à l'origine des modifications qui ont été faites. D'ailleurs, qui ont été faites, on n'est pas tout à fait sûr qu'elles aient été faites, mais quand même. De l'interdiction bancaire. Alors voilà, c'est ça. Il faut raconter cette histoire-là, c'est-à-dire tu avais porté assez haut ce sujet de... Alors, non seulement j'ai plus rien, mais en plus je ne peux pas recommencer parce que je suis fiché à la Banque de France. Fiché à la Banque de France. C'est marqué au fer rouge, et ce sera marqué au fer rouge pour le restant de mon existence. Voilà. C'était ça portait un numéro, cette histoire-là. Est-ce que tu t'en souviens? L'indicateur 040. L'indicateur 040, voilà, évidemment que tu t'en souviens. Je me souviens de Fleur Pellerin à l'époque, ministre des PME. C'est elle. Annonçant la suppression de l'indicateur 040. Dans la réalité, il a été supprimé. Il a été supprimé. Il a été supprimé. Maintenant, l'indicateur Banque de France est limité exclusivement en fait aux fraudeurs, ceux qui sont évidemment qui ont fraudé, qui ont détourné de l'actif de l'entreprise. Et d'ailleurs, je suis parfaitement pour cette mesure. C'est légitime. Ouais. C'est parfaitement légitime. Maintenant, effectivement, cet indicateur a été enlevé. Mais il y a eu beaucoup d'autres mesures qui ont été prises. Emmanuel Macron s'est inspiré sur le rapport de Louis Gallois, après avoir lu d'ailleurs mon premier ouvrage, qui a écrit tout le rapport sur le droit à la deuxième chance. Et aujourd'hui, lorsque j'ai reçu mon URSSAF encore récemment, on reçoit un petit courrier qui vous précise, vous savez qu'entrepreneur, vous avez le droit aussi de vous tromper, à partir du moment où vous reconnaissez, de ne plus être sanctionné. Donc, notre société a quand même considérablement évolué depuis maintenant 10 ans. Le droit à la deuxième chance, le droit à l'échec. Il y a des associations qui se sont créées, 60 000 rebonds, Second Souffle, qui aident les entrepreneurs justement en difficulté à rebondir. Donc notre société, instaurer l'esprit d'entreprendre auprès de nos jeunes et de nos écoles. Je parlais tout à l'heure avec un des invités de Bismarck. Bon, quand je faisais une conférence à HEC il y a 20 ans, 99% des jeunes rêvaient d'une chose, c'était de rentrer chez L'Oréal, chez PSA et chez Accenture. 20 ans après, 99%, ils veulent être entrepreneurs. Donc on le voit bien, la société bouge, ça évolue et ça, c'est quand même extrêmement positif. Donc quand on est devant ce vide abyssal et qu'on n'a pas ta force de caractère, on va vers ces associations. On ne reste pas tout seul. Jamais, jamais, jamais. Il faut absolument la première qualité... L'échec n'est pas un crime, l'échec n'est pas un délit. Mais c'est même nécessaire. C'est indispensable pour progresser. On apprend de ses erreurs. Et aujourd'hui d'ailleurs, Stéphane, tu l'évoquais avec la couve de ce bouquin, pourquoi est-ce que je suis sur une planche de surf en train de naviguer entre les deux tsunamis? C'est tout simplement parce que quand cette nouvelle crise est arrivée, j'ai pas été angoissé comme à la première. D'abord parce que j'y étais préparé. J'ai connu la première, je savais comment aborder celle-là, et je sais surtout comment j'ai dû créer mon entreprise, la rendre agile pour lui permettre de surfer. Ouais. Et c'est là l'évolution de notre société, et ce qui en fait un enjeu majeur, c'est la transformation de nos modèles économiques, et c'est ce que je fais d'ailleurs avec ma structure. Dans le management de transition que nous mettons en place beaucoup de personnes en ce qu'on appelle en freelancing aujourd'hui, on met en délégation pour amener de la percussion, pour transformer, pour accélérer, pour éviter que les entreprises se retrouvent figées. Et on le voit bien, ça permet d'accélérer cette transformation et d'assurer l'avenir de nos entreprises. Et ça boucle parfaitement notre émission, puisque Jean-Philippe Imparato, t'en parlais, le patron de la marque Peugeot, nous disait, donc tout le monde le sait, Peugeot a supprimé en fait un tiers de ses surfaces de bureaux en Ile-de-France.
Parce qu'on s'est fait peur et parce qu'il faut gagner en agilité et parce qu'il faut absolument être capable, comme il l'a dit, d'affaler très très vite si jamais la tempête se met à souffler et de revenir sur un point mort le plus faible possible. Donc ça va être ça, ça doit être ça l'obsession des chefs d'entreprise, là, même ceux qui sont en train de passer la vague et de surfer comme toi. Mais bien sûr, mais là où il faut bien réfléchir sur ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est qu'évidemment, ça va avoir des conséquences très difficiles pour beaucoup d'entreprises. Le restaurateur qui est implanté à quelques mètres d'ici, à Issy-les-Moulineaux, qui fait 90% de son chiffre d'affaires avec les salariés de toutes les entreprises qui se sont implantées à Issy-les-Moulineaux et qui réagissent de la même manière, si eux n'anticipent pas cette évolution avec une baisse de 30 à 40% des salariés, ils sont condamnés dans les 3 à 4 ans qui viennent. Donc on le voit bien, cette transformation de notre économie, elle a des conséquences et des impacts, d'où l'importance, encore une fois, d'encourager nos entrepreneurs à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à investir intelligemment leurs prêts PGE et leurs réserves pour transformer leur modèle et permettre d'assurer leur pérennité dans les 10 ans qui viennent. L'autre élément qu'on entend beaucoup, alors réponse courte parce que je veux qu'on parle quand même de ta petite expérience politique, c'est il ne faut surtout pas attendre le dernier moment avant d'actionner l'ensemble des leviers quand même si on en a dit du mal, de mise sous protection de l'outil de production de l'entreprise, des salariés. C'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que l'entrepreneur, la première qualité, je l'explique, je me suis amusé à écrire les 8 commandements. Alors j'en ai pas trouvé 9, j'en ai trouvé 8, c'est pour ça que je me suis concentré sur les 8, mais savoir s'entourer, d'accord, qu'on soit en interne ou en externe. Jamais rester seul. Jamais rester seul. Avoir son tableau de bord, ses indicateurs de performance et piloter sa trésorerie, c'est vital. Je vois trop de chefs d'entreprise encore aujourd'hui dans le brouillard sans avoir la visibilité. Si vous voulez anticiper, eh bien par définition, il faut avoir le bon niveau d'indicateur. Troisième. Voilà. Tu les connais les 8 ou Oui, non, bien sûr. Mais un autre élément important par rapport à la crise, Stéphane, c'est ce que j'appelle l'équilibre. Même si on a des personnes aujourd'hui qui sont lourdement impactées par le stress ambiant, par la pénibilité, par la charge de travail, c'est préserver ces équilibres. On en parlait tout à l'heure avec votre invité précédemment, le sport, l'hygiène de vie, même en période difficile, c'est important de prendre soin de ça parce que ça vous permet de garder toutes vos facultés, de prendre généralement beaucoup de décisions au cours d'une journée et si possible, il faut essayer de prendre les bonnes et pas trop les mauvaises. Donc autant être bien dans sa peau et bien dans son esprit. Oui, c'est ce que tu dis, préserver son équilibre, refuser de capituler, d'accord. Toutes les qualités de l'entrepreneur nécessaires dans ces périodes, j'allais dire agitées, compliquées. Bon alors, la politique, là, qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire un tour en politique? Donc, de reprendre le mouvement Nous Citoyens, lancé d'ailleurs par un autre entrepreneur, Denis Père. Denis Père, qui était notre premier invité ici, Gitnel, voilà. Grande audace. Oui, bien sûr. Parce qu'il a fait grand patron. Il nous reste 3 minutes. Non, y a pas je lui avais dit, Denis Père, le premier jour où il a lancé cette histoire, en même temps c'est tellement facile de dire à un entrepreneur tu vas échouer, tellement facile. Il n'y a pas de place pour les entrepreneurs dans la politique. Non, c'est vrai, mais c'est mon recul aujourd'hui, mais c'est vrai quand je recevais encore avant-hier un chef d'entreprise qui m'écrivait pour payer moins d'impôts, aller dans un paradis fiscal et créer mon holding pour économiser 30%. Et je lui ai fait la réponse suivante, je lui ai dit, cher monsieur, j'aime trop mon pays et je suis tellement heureux de payer beaucoup d'impôts en France que je reste en France et pour rien au monde je quitterai mon pays. Voilà ce que je lui ai répondu. Il m'a dit je vous remercie pour vos valeurs. Non, j'ai voulu faire. Il ferait bien d'avoir les mêmes. Il faudrait bien d'avoir les mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tenté, parce que voilà, avec 10 ans de moins, d'essayer de bouleverser à notre niveau, de lancer des initiatives. C'est des petits combats. On a essayé, voilà, on a tenté. On a fait du réseau, on n'a pas réussi, parce qu'on s'est frotté à l'appareil politique et dès qu'il a fallu mettre un peu le pied dedans, on s'est aperçu que c'était quand même extrêmement verrouillé, extrêmement compliqué. Mais je revois encore ces centaines d'apéros, de cafés citoyens. Ça m'a permis de connaître mon pays, d'aller dans tous nos départements, dans nos régions, de connaître des entrepreneurs, des associations, de comprendre l'écosystème de notre pays, à la fois sur ses forces, mais également sur ses faiblesses. Et rien que pour cette expérience-là, c'est pour moi extrêmement bénéfique et je ne regrette rien, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que oui, on dit le système se défend, etc. et tout. En l'occurrence, finalement, c'est pas un peu Emmanuel Macron qui a fait Nous Citoyens,
qui a réussi à faire, mais parce qu'il avait sans doute, il est né dedans, quoi, voilà. Alors, une expérience politique un peu forte, et qui a réussi à faire cette start-up politique dont vous rêviez? Alors, j'en parle dans mon bouquin, puisque j'ai eu le privilège de rencontrer à 2 reprises pendant 1h30 notre futur président de la République, puisqu'à l'époque, il était président d'En Marche. Il m'avait dit d'ailleurs qu'il était... il avait dit avec un brin d'humour, jaloux du slogan que j'avais trouvé pour le mouvement qui était social pour l'homme et libéral pour l'entreprise. Il m'a dit c'est mieux que ni droite ni gauche. Voilà, il avait bien aimé. J'ai passé 1h30. Si, il a lancé à sa manière. En fait, il a ubérisé, on va dire. Il a lancé ce mouvement En Marche. Il a brillamment réussi. Après, sur le fond, sur le système, sur ce qui est mis en place, il y aurait beaucoup à dire. Il faudrait une émission un peu plus longue pour étayer un petit peu ce que fait Emmanuel Macron. Mais en tout cas, ce qui est important, encore une fois, il faut que les gens qui nous écoutent aujourd'hui gardent espoir, gardent cette agilité, s'adaptent, parce qu'on a énormément de perspectives et d'ouverture devant nous, et c'est ça le côté extrêmement positif de notre société aujourd'hui. Et puis encore une fois, ça n'a rien à voir avec 2008. Ça n'a rien à voir avec 2008. Ça n'est pas une crise économique. Non. C'est un énorme brouillard, mais rien ne dit que quand le brouillard va se lever, la route devant nous sera défoncée. Rien ne le dit. Exactement. Rien ne le dit. Exactement. Bon, merci Nicolas. Ma petite entreprise a encore connu la crise aux éditions EFB, c'est ça? Oui, c'est toujours Nicolas. François Bourrin. Voilà, François Bourrin, édition. Les amis, c'est Aurélie Planex qui sera là demain, et puis nous, on se retrouve lundi.